depuis la semaine du 11 novembre, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu surtout que l'or a commencé à baisser et c'était prévisible, je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, puisqu'en général, on dit toujours que dans les 6 mois qui suivent les élections aux États-Unis, eh bien, l'or se met toujours à descendre. L'or a également descendu et l'argent également, il a suivi le même pli ainsi que les autres matières précieuses. Et la semaine qui a suivi, donc la semaine du 20 novembre, eh bien, on a continué à voir l'or encore vaciller de quelques pourcents, 0,5, 1%, maximum 2%, mais la tendance à la baisse s'est manifestée et concrétisée depuis les élections présidentielles. Trump qui a gagné les élections, eh bien, on a une sorte d'euphorie trumpiste, et c'est-à-dire que les gens qui jusqu'à présent avaient plutôt une position, je vais dire, défensive et s'étaient tournés vers les matières et valeurs refuges, eh bien, sont en train de quitter les valeurs refuges pour revenir sur des comportements plus agressifs et plus clairement sur le marché des actions suite à l'élection de président américain. Ce n'est qu'une euphorie de court de moment, c'est un peu comme la motivation, ça va s'essouffler aussi vite que ça a monté. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est qu'un effet électoral, un effet de courte durée et à un moment donné, ben, les actions vont redescendre et vont reprendre leur petit bonhomme de chemin habituel. L'or donc se situe aux environs pour l'instant de 2006, 2007, 2750 et pour Chris Vermeulen, eh bien l'or fonctionne toujours par des cycles de 15 ans. On a eu le premier cycle de 15 ans vers les années 2000-2002 et qui s'est clôturé vers les années 2010-2012, un peu après les subprimes. Et depuis 2019, nous sommes repartis dans un nouveau cycle de 15 ans. Et les deux cycles sont un peu comparables. À chaque fois, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une montée, un palier où l'or commence à ralentir et à faire de la résistance et à se repositionner et à plus trop bouger. Et puis ensuite, après, il remonte. Cette fameuse pause est chaque fois liée au fait du marché des actions qui cartonne ainsi que le marché immobilier. Et une fois que ce marché est à son sommet et s'effrite, c'est à ce moment-là que l'or reprend son second souffle et repart vers une montée plus vertigineuse. Et c'est ce qui semble se profiler à l'horizon en bis repetita de ce qui s'est passé dans le cycle précédent, c'est que l'or, eh bien, pourrait, lors des prochains mois, années, on ne sait jamais, mais on sait que ça aura lieu, c'est que cette montée, eh bien, elle va suivre ce moment. Pour le moment, on dirait qu'on a un moment attentiste où l'or vivote, fait du surplace. Il aurait pu s'effondrer, ce qu'on aurait pu croire, et même s'effondrer fortement, ce que beaucoup avaient estimé avec l'arrivée des élections américaines et des risques de coup d'État, guerre civile, etc. Et le type de président qui allait être au pouvoir pouvait évidemment avoir une influence sur l'or. Et au fond, bien alors, il résiste bien. Il est maintenu par un sentiment de crainte, de peur, et aussi par le fait qu'il y a énormément de crises géopolitiques, et pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. Nous allons y revenir. Et il y a aussi le phénomène des BRICS. Il faut savoir qu'on a eu un sommet tout récemment en Russie, sous la direction de M. Poutine. Et on a évidemment aussi le phénomène lié aux BRICS de la dédollarisation, y compris la dette des États-Unis qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et à cela s'ajoute un comportement un peu particulier, c'est que l'or est en train de monter avec un dollar qui est très fort. On sait d'ailleurs que Trump va s'attaquer directement lorsqu'il sera président à évidemment rendre un dollar attractif, mais en attendant le dollar est fort et lorsque le dollar est fort, eh bien théoriquement, eh bien l'or va descendre. Or ici, le dollar est fort et l'or continue à monter. Et s'il continue à monter, eh bien c'est tout simplement parce qu'on se trouve dans une situation catastrophique. Et pour Chris Vermeulen, quand on voit ce type de comportement se manifester, un or qui est haut avec un dollar qui est haut, eh bien, il y a quoi se dire que la situation dans le monde n'est vraiment pas favorable et qu'il y a de quoi s'inquiéter.
Lorsque nous aurons passé le fameux palier attentiste de l'or, et bien alors repartira sur sa belle montée et pour lui, rien n'est impossible d'arriver vers les 3000, 5000, 10 000. Moi, je vous ai dit qu'on pourrait atteindre les 3000 pour la fin d'année 2024. Et quant à l'argent, pour lui, bien le même mécanisme fonctionne également. C'est la même courbe qui vont se reproduire, mais pour lui, eh bien l'argent est arrivé à son sommet. On ne devrait pas aller au-delà de 35-37 pour l'instant. Pour lui, il y a une sorte déjà que l'argent est arrivé à son sommet. Il va être assez bien freiné, surtout que l'on risque d'aller vers une récession. Le Bitcoin est aux environs de 113 000 et pour lui, c'est une bonne alternative à l'or. Et pour lui, eh bien, il y a encore un bon return à avoir sur les bitcoins. Et pour la petite anecdote, je vous apprends, si je sais, je mettrai une photo, que la première pièce en or et en bitcoin est sortie en Suisse et est donc achetable sur base, je crois, de 1 once ou quelque chose dans ce genre-là. Je vous en mettrai une photo si j'ai l'occasion. Ensuite, en ce qui concerne les actions, les actions, pour le moment, elles cartonnent. Je vous l'ai dit, on est dans une euphorie trumpiste. Et si on regarde le SP500, eh bien, on se trouve vers les 47 500 et on n'a jamais été aussi haut. C'est vraiment des sommets historiques également. C'est vraiment des courbes paraboliques comme pour l'or. Les actions ont le même mécanisme. Et donc, pour lui, eh bien, il faut faire attention et s'apprêter à sortir. C'est que pour lui, le pétrole va s'effondrer et descendre vers les 45 $. Donc, peut-être qu'il sera beau d'en acheter à ce moment-là, s'il a raison. Moi, je crains que ça n'ait pas lieu. Mais lui, il croit que oui, qu'on va aller vers les 45 $. Et ça aura évidemment des répercussions également sur la dette des États-Unis. Comme vous le savez, on est basé sur le pétrodollar. Et si le dollar baisse à 45 $, eh bien, la dette américaine ne risque pas de s'améliorer dans les prochains mois. D'où la raison de peut-être des interventions des Américains. Et bien qu'on est en train de vivre des moments historiques pour la bonne et unique raison que l'on se trouve à un tournant qui n'avait plus été franchi depuis 1945. En effet, la décision a été prise par l'OTAN en 2023, la deuxième partie de 2023, de s'opposer à la Russie. Et souvent, on se demande pourquoi est-ce que l'OTAN a pris part à la dispute qu'il y avait entre l'Ukraine et la Russie. Tout simplement, il ne faut pas chercher plus loin, pour les ressources naturelles qui se trouvent en Russie, sur ses terres, et également sous son sous-sol. En plus, eh bien, il y avait une sorte aussi de crainte de voir de plus en plus la Russie s'approprier et devenir de plus en plus proche de la Chine et finalement de faire une sorte de partenariat Russie-Chine et qui faisait un peu peur à l'OTAN et qui le mettait un peu à l'écart et en effet sous la forme d'une faiblesse géopolitique. Et on peut rapporter à la théorie qui avait été évoquée en 1904 par Alford John McKean qui disait que celui qui contrôlerait l'Asie centrale, eh bien, contrôlerait le monde. L'Occident, et principalement les Américains, vont en 2014, eh bien, vont vouloir créer la plus grande armée d'Europe pour faire face à cette sorte d'alliance russo-chinoise. Et ils vont le faire par l'intermédiaire de l'armée ukrainienne, où ils vont créer 450 000 hommes et qui seront principalement à destination du Donbass, qui sera évidemment l'origine. Tout le monde le sait, le Donbass est à majorité russophone, puisqu'on parle beaucoup russe, et ses habitants ont demandé l'aide et la protection de la Russie, et finalement, de fil en aiguille, la Russie a envahi et est entré dans le Donbass pour venir en aide à cette population russophone qui demandait à ce que ses droits soient respectés. C'est un peu ce qui se passe en Belgique. Nous avons des communes qui sont wallonnes, mais avec des habitants qui sont en majorité néerlandophones, et on a évidemment l'inverse, des communes néerlandophones avec des gens qui parlent en majorité le wallon, et il y a une sorte de zone spéciale qui est créée. Ce sont des zones de communes à facilité qu'on appelle chez nous. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe en Ukraine pour le moment. Donc, la Russie a envahi pour venir en aide à ces populations à consonance russophone. Et du coup, eh bien, ça a fini par déclencher la guerre en Ukraine. Et l'OTAN a décidé d'aider
tant financièrement qu'avec des munitions, mais également au niveau de la stratégie militaire, donc d'intervenir au niveau de la défense aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. Mais depuis maintenant, on va dire 15 jours, eh bien, la situation s'est un petit peu envenimée puisque les Ukrainiens ont décidé d'utiliser des armes de moyenne et longue portée telles que des attaques, des missiles ATAM, oui j'y arriverai, et de fabrication britannique et par conséquent, eh bien, ils ont pu pour ainsi que des drones sophistiqués pouvoir atteindre maintenant le territoire russe dans la région de Kursk, etc. et même dans les environs de Moscou, hein, on y reviendra, parfois avec succès et parfois déjoués bien heureusement par les antimissiles et les défenses antiaériennes russes. Mais donc on voit que l'Ukraine est entrée dans un nouveau mode de défense. Et en réaction, bien, la Russie ne s'est pas laissée faire. Elle a également réagi en utilisant des missiles de nouvelle génération, à titre expérimental également, les Oryzhnik, qui sont aussi des missiles de moyenne et longue portée et qui peuvent déjouer tous les systèmes antimissiles occidentaux. Ce même raisonnement peut être appliqué à d'autres périodes et à d'autres endroits du globe où récemment, eh bien, on est passé de l'infanterie à des systèmes de missiles. Nous y reviendrons lorsque nous invoquerons les autres conflits mondiaux. Donc, comme vous le voyez, eh bien, tout cela, eh bien, même si l'or devrait être censé perdre et diminuer, il ne diminue pas, il ne s'effondre pas, ben pour une bonne et unique raison que rien que déjà cet élément-ci, eh bien, il y a déjà de quoi donner des frayeurs, faire peur. Eh bien, la Russie a tardé à réagir et a réagi très tardivement. Au départ, elle s'est laissée pratiquement bombarder par des drones qui, à peu près, je crois que c'est 29 raffineries russes qui ont été bombardées, ainsi que dans divers endroits où on fabrique des munitions et de l'artillerie militaire, je vais dire ça comme ça, et la Russie n'a pas réagi. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il y avait le sommet des BRICS qui avait lieu à Moscou en présence de M. Poutine et de nombreuses personnalités politiques, et par conséquent, eh bien, il voulait que la situation soit le plus calme possible. Et le sommet s'est réalisé dans de bonnes conditions et personne n'a été blessé. La sécurité a été assurée par tout le système russe. Et dès que le sommet a été terminé, eh bien, la Russie a réagi. Et selon le système juridique en place, eh bien, la Russie a réagi de manière proportionnée. Au Moyen-Orient, c'est Israël qui est le principal protagoniste et qui fait un peu la guerre à tout ce qui l'entoure. Ils ont d'abord attaqué Gaza, où ils ont cru avoir gagné la guerre. Or, on sait très bien qu'ils ne gagneront jamais contre le Hezbollah. On sait qu'en Cisjordanie, il y a eu également des escarmouches. Pour le moment, c'est un peu calmé, mais bon, ça n'est pas entièrement terminé non plus. On a l'histoire du Liban où il y a un petit peu à cesser le feu, mais bon, ça sera sans doute de courte durée aussi. Mais le but aussi, c'est d'avoir un peu la même réplique que ce qui se passe à Gaza. Il y a une sorte de parallélisme entre les deux. Si vous regardez, ben, au Liban, il reste quasiment rien. Le Liban, ce ne sont plus que des débris à l'instar de ce qui se passe à Gaza. Et Israël, eh bien, c'est un peu comme l'Ukraine. L'Ukraine ne gagnera jamais contre la Russie. Ben, il faut bien croire que Israël ne gagnera jamais contre le Hezbollah. Ils sont en train évidemment de toucher également à l'Iran. Mais là, on sait maintenant de sources sûres qu'une attaque devait avoir lieu pendant les élections présidentielles aux USA, que le projet avait été proposé au Parlement et au Sénat américain. Et cette attaque a été reportée à la dernière minute. On ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, il faut se douter qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Il faut savoir que l'Iran est un pays qui est quand même bien organisé, qui a l'arme nucléaire et qui a le soutien de la Russie et de la Chine. Donc on verra ce qu'il arrivera. Mais
d'après ce que je connais et de mes interlocuteurs américains, eh bien, ils s'attendent à ce que l'Iran soit un jour ou l'autre bombardé par Israël parce que c'est l'objectif américain. Et l'objectif américain premier, c'est que depuis la mort du Shah, eh bien, ça n'est pas très favorable aux États-Unis. Et ce qu'ils veulent, eh bien, c'est de remettre la descendance du Shah en Iran. Et ils ont d'ailleurs de la descendance du Shah qui se trouve sur le territoire américain et qui, à mon avis, est prêt à rentrer au pays lorsque les Américains auront été faire le nettoyage. L'Arabie unie et l'Arabie saoudite ont donné l'autorisation pour que des bases militaires américaines puissent être installées sur leur territoire. La dernière question qui sera à se poser, comment les Américains vont-ils savoir tenir autant de guerres, soutenir les Ukrainiens et soutenir Israël pour faire leur guerre alors que leur état financier est à l'agonie. Maintenant, on sait que Trump va arriver, sans doute aura-t-il une autre position, mais de sources américaines, eh bien, Trump risque à coup sûr d'abandonner l'Ukraine au profit d'Israël, où là il soutiendra incontestablement Israël contre le reste des pays du Moyen-Orient, et donc l'Iran pourrait être attaqué comme les autres pays, et par conséquent, selon les sources américaines et des gens que je connais du côté de Washington qui me disent que ouvertement il faut s'attendre que s'il y a un risque de guerre mondiale, elle ne viendra pas du côté de l'Ukraine, où là il y aura sans doute la paix qui va revenir, mais que ce sera au Moyen-Orient, où là ça sera vraiment une poudrière, parce qu'il risque, lorsque l'on attaquera l'Iran, d'avoir une représaille massive, et ça risque de dégénérer en troisième guerre mondiale, et en plus, qui aura des bases américaines sur certains territoires du Golfe, et que tout cela aura des répercussions aussi sur les champs de pétrole. Simon Hunt, eh bien, on lui pose la question de savoir, il quitte des Nord-Coréens dans le conflit russo-ukrainien, et bien pour lui, il dit que c'est de la pure propagande parce que les Russes sont en train de gagner, ils n'ont pas besoin des Nord-Coréens pour venir les seconder, ils ont tout ce qu'il leur faut et ce ne serait que de la propagande de la CIA et du MI6, mais ça n'aurait aucune incidence, ce n'est qu'un coup dans l'eau pour nous faire un peu encore paniquer comme on en a l'habitude pour l'instant. Alors j'étais étonnée de son speech sur l'Ukraine où Simon Hunt dit que l'Ukraine en fait aurait été attaquée dès 2014 par l'OTAN. Quelle que soit la raison, on sait aussi que les Américains ont eu leur part de réserve et de ressources en Ukraine, puisqu'il faut savoir qu'on a toujours dit que l'Ukraine est le grenier de l'Europe et que l'Ukraine n'a pas su faire face, finalement, face à l'OTAN, il faut bien l'imaginer, c'est quand même pas rien, et que par conséquent, eh bien, l'OTAN et l'Europe occidentale a gagné contre l'Ukraine, et qu'à un moment donné, eh bien, l'OTAN ayant gagné contre l'Ukraine, eh bien, on a profité pour en faire son allié pour attaquer ensuite, eh bien, le gros ours blanc de Russie. Donc, en conclusion, pour Simon Hunt, eh bien, l'Ukraine, elle va perdre, elle va capituler. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, mais toutes les choses sont claires qu'on va dans ce sens-là. Que le plus gros risque mondial d'une troisième guerre mondiale, pour lui, pour lui, c'est tout à fait envisageable, mais ça n'aura pas lieu sur le territoire européen parce que Trump va protéger l'Europe, mais tout se passera au Moyen-Orient, où Israël sera soutenu par l'OTAN et les États-Unis, et de l'autre côté, eh bien, nous risquons d'avoir l'Iran soutenu par la Chine, la Russie et les pays BRICS. Donc nous aurions plutôt un truc OTAN contre pays BRICS. Voilà. Alors, on lui pose la question de savoir qu'est-ce que l'OTAN est en train de se poser comme question vis-à-vis de l'Ukraine qui va capituler, parce qu'ils sont au courant qu'elle va capituler. Et bien pour l'OTAN, ils ne sont plus en train de se poser la question de comment défendre l'Ukraine, mais ils sont déjà en train de se poser la question de jusqu'à quel niveau et dans de quelles conditions est-ce que l'Ukraine va proposer sa capitulation. En fait, les accords de Minsk, ça n'a rien vraiment de légiféré et de légal parce que, en fait, ce ne sont que des protocoles, tout simplement. Donc, ça n'a une simple valeur d'accord sous sein privé, mais ça n'est pas un titre qui est solennel, qui est public et qui peut être exécutoire et reconnu vraiment comme un acte solennel.
Et donc, il y a eu 3 types d'actes qui ont été réalisés pour essayer d'amener la paix dans cette région du monde. Il y a eu, premièrement, le protocole de Minsk, qui a été suivi quelques mois après par un mémorandum en septembre 2014, où on essaie d'être plus précis que ce que le premier avait été fait, parce que c'était pas très clair et les protagonistes ne s'entendaient pas sur les dates ni qu'est-ce qu'il fallait faire en premier, donc on essaie d'être plus clair. Et finalement, on a par la suite encore refait un 3e document qui est l'application de Minsk 2, qui est en fait une sorte d'exécution de comment il faut exécuter les 2 premiers actes qui ont été signés. Les parties en présence, évidemment, il y a la Russie et l'Ukraine, et il y a à côté des gens qui sont des superviseurs, mais qui n'ont aucune fonction, et qui est la France, l'Allemagne et l'OCDE. Et à côté de ça, vous avez des représentants des fameuses zones, je vais dire spéciales, antagonistes ou d'où a démarré, comme le Donbass, où on parle de l'ORLO et de l'ORDO. Donc, voilà les partis en présence, mais ces partis-là ne sont jamais représentés par des chefs d'État, ce sont en fait des personnalités un peu importantes d'un pays qui se sont présentés comme des ambassadeurs ou à l'OCDE, c'était une personne privée qui est allée, etc. Et c'est pour cela, il n'y a aucun chef d'État qui a signé ces documents et par conséquent, eh bien, ça n'a pas valeur légale en tant que tel que pour être exécuté comme si c'était un acte de droit. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet accord de Minsk? D'après ce que j'en ai trouvé les origines, eh bien, on trouve des mesures de sécurité, des mesures politiques, économiques, humanitaires. J'ai pu voir que dans le droit ukrainien, eh bien, ces accords de Minsk eh bien, sont considérés comme nuls et non avenus dans le droit ukrainien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils disent ce que je vous ai dit, qu'il n'y a pas de chef d'État et donc qu'il n'y a rien d'obligatoire ni d'imposable et que ce n'est finalement qu'un acte sous seing privé qui a été signé entre parties mais qui n'ont aucune légitimation. Alors, si moi je me réfère à l'article 52 des Conventions de Vienne de 1969, eh bien, je dois vous dire également, eh bien, qu'au vu de tout ce que je viens de vous dire, eh bien, l'accord de Minsk, c'est rien du tout, à part un accord sous seing privé, comme si vous avez signé avec votre voisin un papier. C'est pas pour ça qu'il va le respecter. Ces accords de Minsk peuvent être considérés quand même comme des accords qui peuvent être obligatoires pour les 2 parties, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que lorsque l'on a pris des sanctions contre la Russie, eh bien les États-Unis ont imposé que la Russie respecte les accords de Minsk en contrepartie de la disparition et de la dissolution des sanctions. Donc, si les accords de Minsk sont respectés, eh bien, les sanctions économiques contre la Russie seraient immédiatement suspendues par les États-Unis. Ce qui veut dire que par la réaction américaine, eh bien, ils entrent dans un processus de reprendre les accords de Minsk et en faire un élément de légitimité au niveau international, parce que c'est même un pays qui n'était même pas participant à la signature de ces fameux protocoles qui viennent utiliser cet accord pour en faire une condition aux sanctions économiques qui ont été développées. Par conséquent, on peut dire que les protocoles sont donc maintenant considérés comme obligatoires pour l'ensemble des pays du monde, y compris et en premier par les Américains qui en ont fait un élément de légitimité alors que c'était au fond un simple papier sous seing privé. C'est plutôt une guerre entre Russes et finalement l'OTAN. Alors, qu'est-ce que l'OTAN? Eh bien, l'OTAN a été créée le 4 avril 1949, un peu après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où était née la guerre avec la Corée. Mais le but premier, c'était l'histoire de la fameuse guerre froide qui va s'intensifier au fil des années. Et cette guerre froide durera jusqu'en 1991. Jusqu'à l'arrivée de Mikhail Gorbatchev, où là on aura la glasnost et la perestroïka, où là ça sera le dégel, en tout cas en apparence, parce que moi je pense que ça n'a jamais été totalement le dégel. Et donc l'OTAN fait donc son apparition en Occident.
ça apparaît principalement, clairement vis-à-vis des pays de l'Est, la visée de l'OTAN par le blocus de Berlin. Alors on retrouve dans l'objectif premier de l'OTAN, c'est de garder la Russie à l'extérieur de l'Europe, les USA qui restent à l'intérieur de l'Europe et de garder les Allemands sous tutelle. Si vous ne me croyez pas, vous allez lire dans les archives de l'OTAN. Eh bien, c'est que l'OTAN est créée en 1949 et les Russes vont réagir à l'attaque occidentale en créant en 1955 le pacte de Varsovie qui regroupe tous les pays de l'Est en un pacte de Varsovie de défense contre l'OTAN qui est composé des pays occidentaux. Donc on se retrouve face à un pacte de Varsovie contre l'OTAN. Tout cela va durer jusqu'en 1991, je vous dis, la chute du mur de Berlin, la perestroïka, la glasnost, les guerres en Yougoslavie, etc. Et finalement, celle dégèle. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les pays de l'Est, eh bien, le pacte de Varsovie est dissolu. Donc il n'y a plus de menace pour l'OTAN. Moins s'en faut. Et l'OTAN reste toujours en place et va même aller en contresens puisqu'ils vont s'étendre à l'Est, récupérer des pays de l'Est pour s'approprier de ces territoires-là pour être encore plus proche de la Russie. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les Américains sont derrière l'Occident, hein, ils sont là pour nous soutenir financièrement et militairement et au niveau technologique également, mais pour cela, avec l'endettement qu'ils ont, ils n'ont pas d'autre moyen que s'ils veulent financer tant sur le territoire européen que sur le Moyen-Orient et encore s'il faut s'en prendre du côté de la Chine, ils n'ont pas d'autre choix que s'ils veulent avoir un cordon financier suffisant, de garder une inflation qui soit haute. C'est le seul moyen financier qui existe pour faire face à leur déficit. Et aux USA, pour l'instant, on a 3% d'inflation et on peut dire qu'actuellement, c'est la période la plus longue depuis 30 ans avec un taux aussi élevé d'inflation. On voit que les taux d'obligations à long terme augmentent alors que la Fed diminue ses taux d'intérêt à court terme. Alors, quid si le niveau d'endettement augmente avec des taux d'intérêt qui augmentent? À long terme, on risque d'avoir que les prix des biens vont diminuer, que le commerce extérieur va diminuer et tout ce que l'on risque, c'est soit d'avoir une récession grave, lourde, voire une dépression majeure qui pourrait s'accompagner évidemment d'une dépression inflationniste avec une inflation qui pourrait atteindre les 50%, voire plus, si l'on entrait dans un troisième conflit mondial. Évidemment, un conflit, on le sait bien, anciennement US-Est, mais qui se traduirait plus entre OTAN et BRICS, c'est-à-dire un conflit entre ceux qui disposent de l'arme létale et ceux qui disposent d'une capacité de combat exemplaire, un côté innovation, technologie, prouesse chinoise de l'autre côté. On peut également remarquer que l'état de droit, c'est plus, même dans notre côté pays occidentaux dits démocratiques, l'état de droit, je ne sais pas si vous croyez encore vivre dans un état de droit dans le sens juridique du terme, on est plus dans une sorte de jungle. Et si on remarque ce qui se passe, il faut, si on en croit les Américains, il faut craindre tout conflit au Moyen-Orient, surtout avec Israël. Et en Ukraine, il faut également entrevoir peut-être une accalmie sur le territoire européen, mais qui n'aura finalement aucun impact au niveau guerre mondiale. Et de toute évidence, on peut au moins dire une chose, c'est qu'on est passé d'un côté infanterie à un côté beaucoup plus d'un degré plus élevé, puisque maintenant on est passé avec des attaques de missiles tant sur le territoire européen qu'au Moyen-Orient. Moyen-Orient, on se bat même maintenant avec l'IA, c'est pour vous dire, et on utilise en Ukraine des missiles balistiques intercontinentaux Oryzhnik contre Atam. Donc voilà de quoi nous réjouir en cette fin d'année. Et sur le plan économique, on dira que l'escalade entre l'OTAN et la Russie, c'est pas du tout bon pour l'économie et que ça n'envisage rien de bon à long terme.
et que par conséquent, eh bien, l'or, les matières précieuses pourraient encore garder une certaine valeur et est encore quelque chose à mettre en portefeuille parce que c'est la vente et l'achat de la peur et la valeur refuge sans conteste, surtout si des tensions deviennent de plus en plus récurrentes partout dans le monde.